Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rejoindre les antennes de la Belle Radio et Télévision pour votre émission Focus CAN dédiée à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Avec moi sur ce plateau, Aziz Adewale Chandi, bonjour. Bonjour Marie-Paul, bonjour à tous. Comme à l'accoutumée, François Binet, bonjour. Bonjour Marie-Paul. Et puis Joseph Willy du desk anglophone de la rédaction de la Belle Radio et Télévision, bonjour. Good afternoon, Marie-Paul. Et comme tous les jours, nous sommes là pour parler de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les huitièmes de finale se sont déroulés hier. Une première journée forte en surprise avec un Bénin-Maroc et un Sénégal-Ouganda. Aziz, un Bénin-Maroc, Bénin, une grande surprise. Bénin-Maroc, une surprise peut-être, mais vous savez que ces matchs-là, ils évoluent en fonction de... Nous suivions le match quelque part et on considérait qu'il fallait attendre un peu pour voir comment le Bénin allait se comporter en première période. Et justement, le jeu a été fermé de part et d'autre une bonne partie de la première mi-temps. Et vous verrez que vers les dernières minutes de cette première mi-temps, on a eu un changement de rythme. C'était, je pense, l'alerte donnée par le Bénin. Il y a eu des occasions, c'est vrai, du côté marocain en première mi-temps, mais le Bénin a reculé certainement pour essayer d'avoir des actions en contre, mais lorsqu'on a approché de la fin de la première mi-temps, les Béninois ont indiqué qu'ils allaient certainement jouer différemment en seconde période. Et en seconde période, on a eu une rencontre différente avec des Béninois en confiance qui ont montré ce qu'on a vu. François Binet, des Béninois face à des Marocains qui avaient plusieurs individualités et même peut-être, pourquoi pas, les meilleurs de la compétition. Mais le collectif a primé sur ces individualités marocaines. Il faut, oui, bien sûr. Dans l'ensemble de la rencontre, le Maroc avait pris l'ascendant au niveau de la possession de balle, au niveau des frappes, des tirs. En fait, quand on regarde toutes les statistiques de cette rencontre, le Maroc a été largement au-dessus du Bénin. Mais le danger que le Maroc n'a pas vu venir et que Hervé Renard n'a pas compris, c'est le système que le coach béninois Desuyer a mis en place. Et dans les secteurs les plus importants, donc défense et milieu de terrain, les Béninois étaient en supériorité. Ils ont joué quasiment avec un 5-4-1. C'est-à-dire que tout était sur la base défensive, tout était fermé. Donc au niveau de la défense, ils étaient à 5, donc ils jouaient en gros avec 3 stoppeurs, ce qui était compliqué, alors que le Maroc jouait avec, ils étaient en 4-3-3, donc avec un seul attaquant, ce qui était difficile pour l'attaquant marocain, même s'ils avaient la position de balle, même s'ils ont eu un écart considérable de nombre de frappes, mais le Maroc n'a pas su déjouer le plan béninois. Joseph Willy, le Maroc n'a pas su déjouer les plans béninois, le Bénin qui passe en quart de finale. Yes, I think it is a bit difficult to play when a team is playing deep in the midfield. I think that poses a serious problem for the Moroccans to develop their games. They tried every angle from wing to the midfield. The Béninois were solid, they were able to block, and the young goalkeeper really gave a good account of himself by cutting off, doing some fantastic saves. I think on paper, yes, Morocco was expected to win the game, but football, it's a 90 minutes of play. You cannot decide the game until when the last whistle is blown. And when the last whistle was blown, I think the Béninois become the victors. We really have to appreciate them. It was a surprise of the competition. I think their 4 times of appearance in the Nation Cup, they have really done well. It is good for the team. It is good for the development of African football. Aziz, on l'a vu à l'écran tout à l'heure, un carton rouge donné à un joueur béninois, discutable ou non? Un carton rouge qui a été la suite du deuxième carton jaune attribué à ce joueur. Discutable, oui, parce qu'on estime que les arbitres ont un travail de pédagogie à faire sur le terrain. Quand vous savez qu'un joueur a déjà un carton jaune, lorsque la faute n'est pas grave, ça mérite simplement que le joueur soit verbalisé pour ne pas également pénaliser son équipe. Bon, là, on a quand même l'impression que le carton jaune, le deuxième carton jaune est parti de façon un peu facile, alors que
dans le contexte du match, les arbitres doivent en tenir compte aussi, il aurait pu attendre et rappeler à l'ordre le joueur avant de, pour une autre occasion, sortir le carton. Mais bon, c'est en tout cas un carton jaune qui a peut-être eu un effet inverse, qui a galvanisé un carton rouge qui a galvanisé le Bénin. Parce qu'à la suite de la sortie de ce joueur, c'est vrai aussi qu'il y a eu le pénalty raté par le Maroc, mais on a vu un bloc équipe soudé et qui a certainement pris conscience qu'étant en infériorité numérique, il fallait pour s'en sortir se souder. Et c'est cette solidarité-là qui a payé. François Binet, une équipe béninoise qui évolue à 10, mais qui réussit à tenir le coup face à cette équipe marocaine. Ouais, il faut dire à 10, bon, c'était quasiment la fin du match, c'était dans ils étaient dans le temps additionnel, hein, mais qu'à cela ne tienne, je pense que même s'ils avaient encore 15 à 10 minutes, ils auraient tenu parce qu'en réalité, ils reviendraient à un système plus standard avec 4 défenseurs, puisque c'est un défenseur qui a été exclu. Moi, le Maroc est resté dans son giron du début de compétition avec beaucoup de maladresse, alors que quand on regarde le niveau de jeu, ils sont montés légèrement en puissance sur le plan technique, dans les passes bien réussies, mais beaucoup de déchets sur le plan offensif. Ils ont eu des occasions qu'ils n'ont pas pu réaliser. On ne peut pas avoir autant, on l'a vu avec autant de Younes frappes. Belanda face au goal. 22 frappes pour seulement à peu près, je crois, 3 ou 4 cadrés, c'est impensable. Vous ne pouvez pas avoir autant de tirs. Et pour avoir 2 ou 3 cadrés, non. Avec le Togo qui n'en a eu que 7 et qui en a marqué. Et souvenez-vous, le Togo ouvre le Bénin. Le Bénin, je veux dire. Le Bénin, je suis sûr que les Togolais sont en train de me créer des systèmes. C'est pour ça que je me moque d'eux. Non. et de l'Afrique de l'Ouest également. Voilà, mais qui avait été éliminé par le Bénin. Par le Bénin. Donc le Bénin qui réussit là à marquer les premiers, les Marocains reviennent. Mais il faut dire que le Bénin a la baraka. Parce qu'à 90 plus 6, donc dans le temps additionnel, presque à la fin du match, le Maroc a un penalty qui doit les permettre de finalement se qualifier. Mais ce gardien, pour moi... Penalty causé par la défense. Bien sûr. C'était, je crois que dans la précipitation, il n'y a pas eu la maîtrise dans le geste. Et puis bon, voilà, le penalty pour moi, il était indiscutable. C'était juste, pour ma part, je pense que le Maroc aurait dû marquer ce penalty, mais il était dit certainement que le Bénin devait passer en quart. Joseph Willy, le Maroc a manqué de chance ou le Bénin a été supérieur à cette équipe marocaine? Yes, I think it is, when you look at, if you check back the games of football, it is always difficult to play a team that is one man down or deficit, like 10 men, and then the 11. They always find it difficult to beat that team if you just go back to the record. I think when they really blocked the Moroccan, I think psychologically maybe we're not in the game, because if a penalty is awarded and you have been trained on how to play the penalty, most of the time the tension and all that comes into play, and the players can blow it out as we've seen. So that what happened. I think over the years, Moroccan team has been underperforming. I think as far as I'm concerned, we have seen them in the World Cup. They did not really put up a performance expected of them. We have seen them in other several tournaments in Africa. They will not really come up to the game when it matters most. I think this is another time. Some people were saying the coach should take responsibility of it, but the players were there. He gave them instruction to go out there and kill the game, but they could not do it. So it counts against them. Vainqueur au tir au but, on le rappelle, face au Lion de l'Atlas. L'homme du match a été décerné par la Confédération africaine de football. Voyons de qui il s'agit. C'est clair qu'on savait que cette équipe marocaine, avec la qualité technique et les jeux de talent qu'elle a nous mettre en difficulté. Donc pour nous, c'était de bien défendre. On savait qu'on était en difficulté et ça allait se jouer au mental. Et voilà, moi j'ai senti ce soir que mentalement tout le monde était concerné parce qu'on savait que dès le coup de sifflet jusqu'à la fin, on allait souffrir, mais on avait une solution en test, c'était la qualification. Et c'est ce qu'on a fait et on a su bien faire. Et collectivement, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à nous reprocher ce soir. Stéphane Sessegnon, capitaine des Écureuils du Bénin, à l'unanimité,
Homme Non. du match? Non, Stéphane Sessignon, pour moi, n'aurait pas dû être l'homme du match. L'homme du match, de mon point de vue, c'est Alagbé. Le gardien du béninois, Bénin. qui a oui. été décisif, un vrai dernier rempart. Joseph Willy, Stéphane Sessignon? Yes, Alagbe for me, because if you look at the passes that he stopped, that was clinical, it was very good. And he stopped the last penalty. That could have make it for them to go on playing the penalty. I think it could have been Alagbe, the young goalkeeper. It was really in his match, it was very good. François Binet, je ne pense pas Ouais, que je vous suis direz d'accord le avec contraire. Willy. Non, je suis d'accord avec Willy et bien sûr Aziz pour dire que ce gardien, depuis déjà les derniers matchs de phase de poule, nous démontre qu'il a la carrure, il a tout ce qu'il faut, il a l'étoffe et pourtant il joue en France et dans En deuxième division. Voilà, donc non, je pense que pour moi, peut-être que la CAF avait ses critères. La CAF, c'est sûr, a ses critères. Et ils en ont fait Sessignon. C'est bien pour Sessignon, mais pour notre part, et moi personnellement, j'aurais vu le gardien béninois. Quand même, hein, c'est à l'unanimité. On est tous d'accord que c'est les joueurs de Dior en deuxième division française qui, pour nous, mériterait d'avoir Tout à fait. ce trophée d'homme du match parce qu'il faut le dire, il a été très décisif durant cette rencontre. Et puis, après ce match, à Cotonou, au Bénin, c'était une foule en liesse. Ah oui, et d'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux pas mal d'illustrations, un peu pour railler les lions. On a parlé d'un nouveau plat, le couscous au lion, qui était à la table des écureuils. De couscous au lion peut-être, mais quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les écureuils ont mis les petits plats dans les grands et si on peut dire, ils ont mangé du lion et voyons dans l'élément pour voir ce que le public de Cotonou au Bénin a pensé de cette rencontre. On est simplement fiers de nos poulains, de nos enfants. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les gens ne croyaient pas en eux, mais là, ils ont fait l'impossible. Jusqu'à finale, il n'y a rien à faire. La machine, on a lancé la machine, elle ne s'arrêtera plus. Oui, on est finale pour la coupe. On est finale pour la coupe. Alors venez, alors venez, alors venez, alors venez, alors venez. Joyeux! Et je félicite la Talon aussi. Je suis en train de féliciter Talon. Allez! Miwa dona Huayu! Mika dona Gaye! Allez! On l'a mérité depuis des années, il le faut. C'est obligatoire. Alors, allez les écureuils! Allez les écureuils! Allez les écureuils! On a l'espoir. D'ici là, on va amener le coupe à la maison. Donc, nos man des ancêtres, nos Kérésis, nos vaudous dont ils parlent sur le plan international, vous voyez sans doute qu'ils sont forts. Ou bien, alors, allez les écureuils! Le Bénin d'aujourd'hui, c'est ça le Bénin. Vous voyez ce que le président Talon a fait. Une fois, depuis que je suis né, je suis fier d'être béninois. Et ça, pour une première fois, je n'oublierai jamais. C'est la joie, nous sommes contents. Nous sommes tous contents. C'est la joie. Écoutez, simplement que le génie béninois s'est révélé au monde. Merci. Le Bénin, dites allez Bénin. Force au Bénin, allez Bénin. Force au Bénin, nous sommes très fiers du Bénin, nous sommes très fiers. Ils sont Trop bons même. Allez les écureuils, il est final à l'homme de Tomewede. Final à l'homme de Tomewede. Je suis dans la joie. Ça montre que notre président travaille. Donc toujours devant. On est toujours devant. C'est une joie immense, hein, c'est une joie immense. Et tout un peuple en ébullition. Vous-même, vous constatez dans la rue un peu partout. Je viens de Calavi. Vraiment, ça a été la joie totale. Et nous avons en communion et nous atteignons progressivement notre objectif. Je pense que Dieu est avec nous, Dieu restera avec nous et nous pensons aller en finale. Le Bénin, une incroyable surprise pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin, on le rappelle, qui a passé le 8e de finale, meilleur troisième. Et le Bénin, contre toute attente, Stéphane Sessignon l'a dit, on est capable de le faire face au Maroc et les Béninois l'ont fait, Aziz. Ah oui, ils l'ont fait, ils y ont cru. Ils ont été accompagnés aussi d'un peu de baraka, de réussite, parce que si
le Maroc avait inscrit le deuxième but, je crois que quelques secondes après la fin du match aurait été sifflée. Oui, pour réussir, il faut un peu de baraka ou un peu de chance, si vous voulez. Également hier au programme, un match Sénégal-Ouganda. Sénégal de Sadio Mané. Sadio Mané qui a répondu présent, un but, il passe meilleur buteur pour le moment de cette 32e édition. Oui, c'était un match, on l'avait dit la veille, hein, c'était un match le jour J, je veux dire. C'était un match piège, tout comme le Maroc, Maroc-Bénin, match piège pour le Maroc, Sénégal-Ouganda, un match piège, mais les Sénégalais, en dépit des difficultés qu'ils ont rencontrées face à cette formation ougandaise qui leur a causé énormément de problèmes, parce que physiquement ils répondaient, les attaques, ils répondaient aux attaques sénégalaises. Donc il faut dire que c'était une rencontre assez serrée, c'était pas évident pour le Sénégal, mais finalement le Sénégal avec un Sadio Mané sur cette faute, parce qu'il y a quand même une faute de la défense, il y a quand même sur le but là, il y a une erreur défensive qui a profité aux attaquants sénégalais. Et quand vous avez un Sadio Mané lancé pour se retrouver face au gardien, généralement il ne se fait pas prier pour marquer. Pour marquer, Joseph Uli, le Sénégal qui marque à la 15e minute de temps de jeu. C'est dire qu'ils ont bien pris le match en main, ils ont eu conscience qu'il fallait le faire dès l'entame de cette rencontre. Oui, tout à fait, parce qu'il avait pris le milieu de terrain, parce que le match se concentrait sur le milieu de terrain. C'est ça qui fait en sorte que dans les 19 minutes, ce que Sadio Mané avait fait, c'est tout à fait normal parce qu'on avait entendu que le Sénégal doit gagner Uganda. Donc hier, il a fait des efforts pour faire ça. Donc c'est bon pour l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a déjà deux équipes d'Afrique de l'Ouest en quart de finale. Donc c'est là où il y a le football en africain. Aziz Adewale Nchandi, petit à petit, le Sénégal qui, selon son sélectionneur, n'est pas venu en favori, mais le Sénégal, petit à petit, s'achemine vers peut-être leur première étoile. Oui, là, il y a un autre obstacle que les Lions vont devoir franchir, parce qu'en face, il y a des écureuils qui sont devenus, comme le disent certains, les tombeurs de lions. Les petits écureuils vont-ils encore être face aux Lions du Sénégal ce qu'ils ont été contre le Maroc? Mais il y a bien des raisons de leur côté de l'espérer, parce qu'on voit bien qu'il ne leur a pas manqué de chance dans ce match. Est-ce que la chance les accompagnera encore? Parce que vous savez qu'en progressant dans la compétition, psychologiquement, on est boosté. Et le comportement des Béninois peut être encore meilleur face aux Lions du Sénégal, vu qu'ils ont éliminé une équipe du Maroc qui, sur tous les plans de jeu, avait des individualités meilleures. Les Béninois vont aborder ce quart de finale avec un autre état d'esprit. Et il va falloir donc pour les Lions du Sénégal à ce moment-là une autre façon de faire et d'aborder le match. Les Béninois qui, on le rappelle, affronteront pour les quarts de finale les Lions de la Teranga. Mais François Bignon, on a vu une équipe angolaise qui ne s'est pas laissé faire, qui a lutté. Moi, je vais même jusqu'à dire que le Sénégal s'est imposé, mais difficilement. Mais oui, ce qu'on a remarqué dans ce match-là, c'est que le Sénégal n'a pas montré vraiment une forte suprématie sur cette équipe ougandaise. Je crois qu'ils ont comme disait un des supporters sénégalais ici, lors du reportage avant le match, qui est un des supporters sur le micro de la Belle TV, disait nous, 1-0 nous suffirait pour passer en quart de finale. Pour moi, ça m'irait très bien. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs produit. Parce que quand on regarde dans cette confrontation, on peut voir aussi que l'Ouganda n'avait pas à rougir. L'Ouganda est éliminé, mais l'Ouganda devrait avoir des regrets parce qu'il y avait de la place aussi. Il y avait de la place pour l'Ouganda. C'est une rencontre qui, pour ma part, n'a pas laissé d'énormes certitudes en fait, pour le Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal se qualifie, c'est tant mieux, mais le Sénégal, franchement, face à l'Ouganda, n'a pas montré qu'elle avait 15 participations en cadre, contrairement aux autres qui en ont 3 ou 4. Elle n'a pas montré que c'est le numéro 1 du continent
Mais heureusement qu'elle a su, à un moment donné, faire aussi nos ronds. Il ne faut pas se jeter comme ça parce qu'on pense que l'équipe en face est très faible. Mais l'Ouganda a eu une discipline tactique, pour moi, qui a mis en difficulté le Sénégal. Et la projection vers l'avant, en réalité, ils n'ont pas changé leur style de jeu depuis le début de cette compétition. Ils sont là, ils vous observent et ils vous attaquent tant qu'ils le peuvent. Et là, vous voyez, ils ont même eu des opportunités sur des coups de pied arrêtés. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette justesse qui les aurait permis déjà de marquer au moins un but. De marquer au moins un but, mais le Sénégal s'impose face à cette équipe ougandaise, face au crâne de l'Ouganda, 1-0, découvrant ensemble l'homme du match. Le plus important, c'était de gagner ce match et de se qualifier pour les prochains tours. Ce n'était pas un match facile du tout. On savait que ça allait être compliqué, que c'était une équipe difficile à jouer. Il reste encore beaucoup de chemin à faire et voilà, on travaille là-dessus, de ne pas encaisser de but, parce qu'on sait que quand on ne prend pas de but, on a plus de chances de gagner des matchs. Mais voilà, on est content pour la qualification, on est heureux. Idrissa Gana Gueye, François, à l'unanimité. Oui, non, depuis le début de la compétition, Idrissa Gana Gueye, son absence, je crois que c'était au deuxième ou au troisième match. Face à l'Algérie. Face à l'Algérie a été très difficile pour cette formation sénégalaise. Il faut dire que Gana Gueye, oui, il mérite d'être élu meilleur joueur parce qu'il l'a démontré sur le terrain. Juste une petite, si tu peux me permettre, Marie-Paul, un fait inédit, c'est Sadio Mané sur les pénaltys qui encore a eu du mal. Franchement, je crois que de mémoire, de ma petite expérience, je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer un joueur en l'espace d'une même compétition, en l'espace de 2 ou 3 matchs. Il a son deuxième pénalty. Son deuxième pénalty raté. Je pense que vous avez constaté que même ses coups francs ne lui réussissent pas. Parce qu'en réalité, Sadio, moi je pense qu'il doit arrêter ce genre de choses en sélection. Il faut qu'en sélection, il trouve quelqu'un d'autre. Parce que vous ne pouvez pas, en club, où vous passez plus de votre temps, vous ne tirez pas les pénaltys, vous ne tirez pas les coups francs et vous venez vous essayer en sélection. Non, mais peut-être en même temps qu'il essaie de prendre le match à son compte. Officiel dit qu'il ne tirerait plus de... Oui, c'est une bonne décision. De pénalty. Exactement, c'est une très bonne décision. Un peu comme Asamoah Gyan. Je ne sais pas si Asamoah Gyan a un taux de réussite plus... Asamoah Gyan, c'est un spécialiste. Oui. C'est seulement que lors de la Coupe du Monde, le pénalty qu'il ne fallait pas rater, il l'a raté, mais sinon, lui, c'est un spécialiste des tirs au but. Il a un ratio de réussite qui est très intéressante. Mais Mané, non, je pense qu'il doit prendre du recul par rapport. Parce que là, imaginez-vous un seul instant, un garçon comme ça qui est dans une bonne dynamique, et puis les Soudanais égalisés, derrière il y a les tirs au but, et puis le Sénégal est éliminé, il aura ça dans sa tête. Il aura ça dans sa tête. Or là, c'est tant mieux que le Sénégal se soit passé. Le Sénégal soit passé, malgré le pénalty raté. Je pense que la prochaine fois, il va pas le tirer. Mais en même temps, Aziz, je pense qu'on ne choisit pas de rater un pénalty. Non, mais je crois que ça se passe aussi dans la tête. Il y a des joueurs qui, dans leur carrière, ont presque pas raté de pénalty. Il me souvient au Gabon, le défunt Essika Kola. C'était un spécialiste des tirs au but, que ce soit dans le championnat ou bien en Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, il avait joué la finale de la Coupe d'Afrique, c'est une parenthèse, contre le National du Caire. C'était un spécialiste des pénaltys, etc. On a des joueurs qui ont cette carrure-là, qui ont l'étoffe. Michel Platini était peut-être le meilleur tireur de coups francs au monde, à une certaine époque, sur 20 mètres. Mais Michel Platini avait raté un penalty. En 86, si je ne voilà, en 86 en Coupe du Monde. Voilà, Marie-Paul, on a essayé d'aller un peu trop loin. Joseph Philippe, pour vous, Sadio Mané manque de chance face au cage de ses adversaires? Mais oui, tout à fait, parce que, comme M. Assis a dit, c'est dans le psychologique. Vous ne pouvez pas tirer 2 pénaltys dans ce match, tu as raté ça. Et puis, moi je pense que si Sénégal a une autre pénalty, il y a quelqu'un qui peut prendre cette responsabilité pour dire que Sadio Mané, excusez-moi, j'ai un grand joueur de Liverpool, bon, moi je vais prendre. Non, c'est tout à fait normal parce que tu n'es pas raté ça. Comme M. Assis a dit, si l'Ouganda avait égalisé et puis ils ont perdu le match, ça va rester pour longtemps. Oh, Sadio Mané, il n'est pas performé. Quand il vient de l'équipe nationale, il a des limitations. Mais moi, je pense qu'à ce niveau, l'équipe, le joueur, tout le monde doit être vraiment tellement sérieux. Parce que l'Ouganda, ils ont fait
trop de faux professionnels qu'on ne peut pas faire dans une compétition de ce niveau. Est un peu naïf tactiquement, techniquement pour faire de cette faute ou bien des faux dans une compétition comme ça. Donc ça ne se fait pas. Bon, mais, ils ont fait un bon match. Ils sont sortis avec la tête haute. Donc c'est bon pour le pays d'Afrique de l'Ouest. Ils ont tellement fait d'efforts. Un chat à la gorge. On le rappelle, le Sénégal s'est imposé face à cette équipe ougandaise 1-0 et le Sénégal affrontera les écureuils du Bénin pour leur match de quart de finale. Et puis le thème du jour, les favoris ont répondu présent et vont maintenant s'affronter. On le rappelle, de grands favoris sont attendus pour cette deuxième journée des huitièmes de finale. En l'occurrence, un Cameroun-Nigeria. Un Cameroun-Nigeria, c'est une finale avant la lettre. C'est deux géants du continent, c'est des noms très connus qui ont, j'ai envie de dire, tout simplement pignon sur rue. C'est 8 cannes, enfin, je veux dire 8 champions, c'est-à-dire 8 titres, jumeler les deux, c'est 8 champions. C'est 8 titres qui vont s'affronter là, c'est-à-dire que le Nigeria, je crois le Nigeria a 3. Le Cameroun en a 5, donc c'est des champions qui vont s'affronter. C'est une belle histoire entre ces deux formations. Nous, on aurait aimé même une demi-finale ou une finale Nigeria-Cameroun. En parlant de favoris qui ont répondu présent et qui vont également s'affronter, on a un Mali-Côte d'Ivoire. Comment on peut expliquer ce genre de confrontation? Parce que c'est comme vous l'avez dit, François, ce genre de confrontation, on les attend à partir de, je pense, des demi, sinon des finales. Le tirage au sort. Le tirage. La main a été heureuse ou malheureuse pour certains pays. Mais pour ces derbies, quelqu'un qui est un connaisseur des matchs Mali-Côte d'Ivoire disait que psychologiquement, ils ont un ascendant sur le Mali et que quelle que soit l'équipe qui est présentée par le Mali et quelles que soient ses individualités, ils arrivent à les battre. Et je mettais en garde cette personne en disant attention, le Mali peut arriver également à changer de mental et à s'imposer. Mais sur les confrontations directes entre la Côte d'Ivoire et le Mali, je crois que la Côte d'Ivoire a un ascendant. Et pour ce qui est de la coupe, des rencontres, Nigeria-Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a eu l'avantage de gagner, je crois, au moins 2 finales. 3 finales. La première, il y a eu en 84. 88. Voilà, 84 d'abord avec, à l'époque, les Peter Oufai, Henri Nwosu, etc. Ils sont battus 3-1, si je ne m'abuse. Et puis, il y a celle de 88 et une autre au Nigeria, lorsque la compétition avait été co-organisée avec le Ghana. On a également un Algérie-Guinée, Tunisie, Tunisie-Ghana, de fortes confrontations également. Ah oui, on va avoir des matchs. En tout cas, ce sont des équipes qui se connaissent. Hein. Ce sont des équipes qui se connaissent et qui ont chacune une certaine appréhension de l'autre. Si on revient avant la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria, on peut considérer que sur les derniers matchs avec le Cameroun à l'ascendant, puisque le Nigeria avait largement battu le Cameroun lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, la Coupe des Nations, c'est une autre compétition. On l'a répété, sur cette compétition, le Cameroun a une longueur d'avance par rapport à l'histoire. Le Cameroun s'est souvent imposé face aux Super Eagles du Nigeria. À charge au Nigeria de démentir les pronostics ou bien de vaincre cette forme de signe indien qui dure depuis maintenant plusieurs années. François Binet, aucun match ne se ressemble. On est sûr que même ces favoris, peu importe les scores que l'on a eus auparavant, aucun ne signifie qu'aujourd'hui, prenons l'exemple du Nigeria-Cameroun, que le Nigeria aura encore un ascendant sur les Lions. Mais vous constaterez que de ces deux formations, même si le Nigeria a 11 victoires, sur le Cameroun contre 4, mais vous remarquerez que chaque fois qu'ils arrivent en CAN, s'ils s'y affrontent, le Cameroun n'est plus cette équipe que le Nigeria affronte dans les phases éliminatoires de Coupe du Monde ou de CAN. Elle devient une autre équipe, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit de la compétition qui parfois transcende les joueurs.
Donc il y a cet esprit de compétition qui anime les habitués de la compétition. Et on sait combien le Cameroun est une équipe de Coupe d'Afrique. On sait combien le Nigeria est une nation de Coupe d'Afrique. Et ils vont se retrouver là. Ils vont oublier le 4-0 récent, enfin pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ils vont complètement tous oublier cela. Le Nigeria va oublier cette défaite en CAN donc de 2000, à domicile même. Ils vont oublier toutes ces compétitions-là pour se dire, nous sommes en 2019, avec nos moyens, avec nos forces, avec ce que nous avons, les certitudes que nous avons, nous devons les mettre en exergue pour pouvoir s'imposer dans cette rencontre-là. Et ce qui est sûr, ce dont moi je suis sûr et certain, il y a un qui va tomber. Ça, c'est... Oui, ça c'est une évidence. Voilà. C'est une Donc à ce évidence. niveau-là, on n'a aucun problème. Mais j'avoue qu'il faudra un très très bon arbitre pour une confrontation. On se souvient que les tirs au but de 2000, ça ne s'était pas bien passé parce que les arbitres qui étaient là n'avaient pas eu l'œil juste par rapport au tir qui avait eu lieu entre Ikpeba et le gardien camerounais. Là, on espère que dans le jeu, l'homme qui pourra être aussi au cœur de cette compétition, de ce match, c'est bien l'arbitre qui devra être à la hauteur des deux équipes. Côté camerounais, c'est plutôt leur attaque que je ne trouve pas... je trouve pas l'attaque camerounaise assez incisive. C'est-à-dire qu'on a un gars comme Toko Ekambi qui, pour moi, passe inaperçu dans cette compétition alors qu'il est l'avancante attitré de cette formation. On est obligé parfois de mettre Bauken pour pouvoir amener un peu de percussion, de la vitesse, un peu de technicité pour sauver Toko Ekambi. Et on le rappelle, match du jour, Cameroun-Nigeria. Et par rapport à ce que disait justement à l'instant François, c'est-à-dire que sur les équipes de 2000 au Nigeria et au Ghana, et celles qu'on a là des deux côtés, je crois qu'on a on n'a pas les artistes que nous avions à ce moment-là. On avait les JJ Okocha. Et je me souviens que Okocha avait défié Samuel Eto'o après avoir marqué en lui disant « nous sommes à la maison ». Et en revenant au score, on n'a pas ce type de joueurs. On a affaire à des joueurs moyens. Ce Nigeria-là, est-ce qu'il pourra venir à bout des Lions, champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, je peux croire sur ce que Adio Digalo avait dit. Hier, il avait dit que lors de cette interview, il a dit Nigeria will approach the match with red eyes. Ça veut dire qu'il va approcher le match avec les yeux rouges. Si Igalo avait dit ça, donc je suis confiance qu'il va aller gagner le match. Parce que là, ce qui m'inquiète trop, l'équipe du Nigeria, c'est des erreurs individuelles. Parce qu'on avait vu ça dans ce dernier match. Sinon, moi, en vérité, si l'équipe de Nigeria est déterminée et décidée de jouer, je ne vois pas aucune équipe, avec le tout le respect que je dois des autres équipes dans cette compétition, qui peut battre l'équipe de Nigeria. Parce qu'on a une équipe très, très complète, le gardien de défense jusqu'à l'attaque. Mais le football, comme ce qui on ne peut pas décider, si ça ne fait pas 90 minutes, l'équipe va continuer à jouer. Mais je pense que c'est une équipe Nigeria fort. On n'a pas de JJ Okocha, de Kanu, Mankoua, les autres, mais on a les autres qui peuvent gagner le match aujourd'hui. Mais l'attaque camerounaise, s'il continue comme ça, on va dire que oui. Donc, comme il n'est pas, parce que j'ai suivi l'équipe camerounaise depuis dans cette compétition-là. L'attaque camerounaise, ce n'est pas l'attaque que je vais avoir des Théophile ou bien de Roger Millard avant. Bon, pour ceux qui viennent aujourd'hui, là, on ne sait jamais. Peut-être ils vont dire qu'au dans le Nigeria, ils vont te montrer que c'est le Cameroun, mais le Nigeria, ils sont toujours à dire pour présence. Aziz, en phase de poule, le Nigeria a fait une belle prestation, hormis la chute face à Madagascar, 2-0, mais le Cameroun, c'est le champion en titre, et le Cameroun nous l'a montré à plusieurs reprises, le Cameroun est là pour gagner. Ce sont des matchs particuliers, les oppositions Nigeria-Cameroun. Vous verrez qu'il y aura beaucoup d'intensité et de tension. Peut-être que les erreurs qui sont commises de part et d'autre seront rectifiées avant ce match. On aura en tout cas une rencontre de très bon niveau. Les deux équipes sont conscientes de l'enjeu. Les Lions indomptables ont forcément une position à défendre. Les Lions indomptables sont les tenants du titre.
il va falloir essayer de montrer de sortir les crocs et les griffes pour les lions, pour montrer qu'ils ne sont pas en Égypte en villégiature. Maintenant, il y a aussi le Nigeria qui est revenu après deux cannes manquées pour également montrer que la génération qui est là, mis à part John Obi Mikel et Igalo peut-être, que les jeunes ont, et 2 ou 3 autres, que ces jeunes ont également envie de s'imposer et d'écrire leur parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations. François Binet, 2 équipes qui se connaissent bien. On n'aura pas droit à une surprise comme on l'a vu face au Bénin et au Maroc. Parce que ça, là, ce sont 2 équipes qui se connaissent bien. 2 équipes qui ont l'habitude de cette compétition. Bien sûr, il n'y aura pas de surprise. L'équipe qui passera, ce sera bien sûr une équipe qui aura pris l'ascendant sur l'autre. Ce sera sans surprise. Si c'est le Nigeria qui passe, on est dans l'ordre des choses. Si c'est le Cameroun, en tout cas, ce sont 2 équipes qui pouvaient ou qui peut prétendre au titre sans qu'on nous crie à l'exploit ou à quoi que ce soit. Moi, je vois plutôt un match qui pourrait être très très fermé, c'est-à-dire que des équipes vont davantage nous donner trop de temps d'observation, alors qu'ils sont en réalité en train de faire leur calcul de ne pas tomber sous l'emprise de l'autre. Voilà, on aura toujours l'impression qu'ils sont en train de faire l'observation après 30 minutes, 40 minutes. Peut-être même une première période qui sera une période d'observation, les gens, on sera toujours en train de dire observation. En réalité, ils seront en train de jouer. En fait. Et puis, bon, traîner le match. Par contre, si... Est-ce que ce n'est pas là l'erreur? Parce que je me rappelle, vous l'avez dit hier, que le Bénin peut venir à bout de l'équipe marocaine si le Bénin réussit à tirer les Lions jusqu'au tir au but, ce que les Béninois ont fait. Mais est-ce que là, ce ne sera pas le péché de ces 2 équipes qui se connaissent bien? À la différence que, vous savez, quand il y a une équipe de la taille du Maroc et du Bénin et que le Bénin vous traîne jusqu'aux prolongations, vous avez de fortes chances d'être plus faible mentalement que celle qui vous a traîné. Or là, vous avez 2 équipes qui sont d'une carrure continentale très bien connue, qui ont un caractère bien trempé. Si les 2 vont au tir au but, l'ascendant, on aura du mal à déceler l'ascendance psychologique de l'une de l'équipe sur l'autre. Par contre, là où on peut avoir la différence dans ces 2 équipes-là, c'est à supposer qu'une mène au score et que vers la fin, elles réussissent à reprendre l'adversaire en revenant au score. En général, là, ça peut se jouer au niveau du mental. Mais je pense que pour la beauté du football, je crois que le continent attend beaucoup de cette rencontre. C'est pour moi, même s'il y a derrière Égypte, Afrique du Sud, mais le match qui est très attendu aujourd'hui, c'est bien sûr Nigeria-Cameroun. Nigeria-Cameroun qui va sûrement drainer du monde. Et que le meilleur gagne. Drainer du monde au stade. Et comme vous le disiez, à côté de Nigeria-Cameroun, un choc très attendu, on a également le pays hôte qui rentre pour les 8e de finale, Égypte-Afrique du Sud. Bon, je ne méjuge pas les capacités de l'Afrique du Sud, mais là, c'est quasiment... Enfin, c'est presque mission impossible pour l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud a sûrement des arguments. On a vu pas mal de belles choses. Mais bon, sauf puisque le football est imprévisible, sauf situation extraordinaire, l'Égypte a 95% de chances de l'emporter sur cette rencontre. Joseph Willy, l'Égypte rencontre après 21 ans cette équipe des Bafana Bafana. Est-ce que les Bafana Bafana auront leur chance? Ou bien est-ce qu'ils ont toutes leurs chances? Je suivi le dernier match de Bafana Bafana. Ce n'était pas l'équipe Bafana Bafana avant. Mais là, Égypte, Salah, El Mohammadi, ils vont faire leur jeu. Mais le football, comme M. Assis Sali, il y a toujours de surprises. Si l'Afrique du Sud de battre l'Égypte à domicile. Ça sera de majeure actualité dans cette coupe dans cette 2019, le Coupe d'Afrique. Donc, on attend le match après le Nigeria. Donc, ce qui va produire, on pense que l'Égypte va battre l'Afrique du Sud. François Binet, moi je l'appelle la CAN de toutes les surprises. Oui, est-ce que l'on peut s'attendre à une surprise venant des Bafana Bafana face à cette équipe égyptienne qu'ils ont déjà rencontrée 2 fois, en 98 et en 96?
Il faut que la surprise naisse de la capacité ou du talent de l'équipe qui doit faire cette surprise. La surprise, quand on n'a pas le niveau, elle ne peut pas l'être. Enfin, je vais m'expliquer parce que quand vous regardez le Bénin, on parle de surprise parce que historiquement, quand on regarde le Maroc et le Bénin, il n'y a pas photo. Et le Maroc s'est toujours imposé. Ce ne sont pas les mêmes performances. Voilà, c'est toujours imposé. Mais quand on regarde le parcours du Bénin pendant les éliminatoires, on regarde le parcours du Bénin dès l'entame de la compétition, la surprise est née du fait que c'est un pays pas très souvent en compétition. Mais dans le talent, elle n'avait, dans cet effectif de 23, ils n'ont qu'à peu près 4 joueurs qui évoluent en Afrique et qui ne sont pas titulaires dans cette formation-là. Ils ont deux qui sont au Bénin, un en Tunisie et un en RDC. C'est tout. Donc, mais le reste, en fait, les joueurs majeurs viennent de l'Europe, même s'ils sont dans les petits clubs et tout ça, mais ils viennent de l'Europe. Donc, pour le cas de l'Afrique du Sud, la difficulté que l'Afrique du Sud va avoir, c'est que l'Égypte n'est pas une équipe très flamboyante comme on a vu par exemple l'Algérie. Quand on parle des pays du Maghreb, l'Algérie, pour moi, même dans l'ensemble de cette compétition, pour moi, c'est l'Algérie qui a démontré beaucoup plus d'envergure et beaucoup plus de talent. Mais cette équipe égyptienne a beaucoup plus de maturité que l'équipe sud-africaine dans tous les secteurs. Et ils peuvent même parfois sembler être en difficulté, mais ils savent compter sur 2 ou 3 joueurs devant qui, tout seuls, qui parfois pendant toute la rencontre ne vous montrent pas grand-chose, mais à cause de leur talent, peuvent faire la différence. Mais si l'Égypte joue contre l'Afrique du Sud comme ils l'ont fait face à la RDC, et que l'Afrique du Sud derrière a un brin de réussite, l'Égypte peut être en difficulté. Mais je suis sûr et certain que l'Égypte a conscience de cette situation, a conscience qu'attention, on a vu ce que le Bénin a fait, ils sont sûrs que, attention, ils ont vu ce que l'Ouganda, la façon dont l'Ouganda a embêté le Sénégal, ils vont prendre très au sérieux cette rencontre-là. Je ne vois pas des scores fleuves, sauf si à ce moment-là, l'Afrique du Sud décide d'ouvrir les portes pour la kermesse. La kermesse, oui, à ce moment-là, l'Égypte ne se privera pas de faire un carton. Mais moi, je mettrais, si je peux me permettre, une pièce forcément sur l'Égypte, en espérant aussi que l'Afrique du Sud ne va pas leur laisser cette gentillesse-là de venir là et faire quoi que ce soit. L'Égypte, il faut le rappeler, l'Égypte qui compte son Mohamed Salah, qui n'est peut-être pas pour certains très flamboyant au cours de cette CAN organisée à la maison, mais l'Égypte, elle est bien présente. Et Mohamed Salah, je crois qu'il est aussi à l'image de son tempérament, c'est quelqu'un de sobre, et de la même manière, sa présence sur le terrain, en général, est efficace. Il est dans un coin, il n'est pas forcément vu. Dès qu'il est en situation de but, il a un taux de réussite extraordinaire devant les buts. Ouais, il n'a pas eu beaucoup de frappes. Pas beaucoup de frappes, mais lorsqu'il est en situation, il marque. Exact. Ouais. Donc ça, c'est un joueur dont on se prive rarement. Et je pense et vous avez vu un peu le sang-froid qu'il a, Mohamed Salah. Lorsqu'il est face au but, je me souviens que c'est François Amégas qui me reprenait en disant qu'il marque parce que je disais qu'il marque facilement. Il me disait non, c'est pas facile. Vous avez l'impression que c'est facile parce que c'est un joueur expérimenté. Et justement, quand il est dans le dernier rectangle, on a l'impression qu'il est nonchalant et puis après, c'est un but. Mohamed Salah aussi qui compte comme son collègue Sadio Mané. Bon, Sadio Mané qui est passé à 3 buts, Mohamed Salah qui est à 12 buts. Ils sont pour le moment, je pense, à 11. Mais à côté de ce Mohamed Salah, on a un Trezeguet, une pépite de cette équipe égyptienne que l'on ne voit pas forcément, qui est mise en arrière. Et Mohamed Salah qui prend l'espace. Pour moi, du côté égyptien, c'est ma révélation. En fait, ce n'est pas révélation dans ce sens qu'il se met à la hauteur de celui qui est présenté comme la star de cette équipe-là. Mais moi, je pense que c'est le catalyseur de l'équipe égyptienne. C'est lui qui donne le là. C'est-à-dire que si ce gars-là est en forme, je crois que c'est toute l'Égypte qui se met à jouer. S'il est dans un bon jour, c'est toute l'Égypte qui se met dans le sillon de ce garçon qui a une percussion, qui a une débauche d'énergie en milieu de terrain et qui a une lucidité. Il peut vous aligner 3-4 adversaires et au sortir de ce dribble-là, pouvoir vous délivrer une passe majestueuse. C'est ce qu'il a fait, par exemple, contre la RDC, où il venait d'éliminer 3 adversaires avec des petits ponts, s'il vous plaît. Et derrière, il sort et il réussit à mettre Tisserand en difficulté sur une balle qui passe devant Tisserand pour qu'il la remette à Mo Salah. Et Mo Salah, derrière, bon,
il n'a plus grand-chose à faire. C'est le talent et le génie qui parlent pour mettre en difficulté, pour battre le gardien de la RDC. Donc oui, Trezeguet pour moi, c'est ma révélation dans cette formation égyptienne. Joseph Willy, l'Égypte qui va peut-être donner le spectacle face à ses supporters. Oui, parce que dans l'équipe d'Afrique du Sud, il ne joue pas agressivement comme ça. Parce que si il fait comme ça, peut-être un peu peur des Égyptiens pour aller comme de l'Afrique du Sud. Mais comme il joue un match calme, Égyptien comme ce qu'on appelle le sexy football pour poser le ballon, section de passe. Ça sera un très bon match comme il dit Trezeguet est très fort. Non seulement Trezeguet, il y a d'autres là aussi, El Amadi, qui est aussi. Oui, quand tu mets de trois, Salah, El Amadi, non, c'est difficile pour une équipe comme l'Afrique du Sud parce qu'il y a toujours un joueur dans le terrain qui fait peur même de défenseur. Comment on peut réussir des solutions sur 7 joueurs? Mais Salah, ça c'est le problème. Parce que si tu veux concentrer sur Salah, tu vas voir de Trezeguet ou bien El Amadi qui va finir marquer le but. Donc c'est pour les Salah. Si l'Afrique du Sud peut jouer le match, occuper le milieu du terrain. Parce que c'est là où il y a le football. Quand tu occupes le milieu du terrain, il faut attendre 0 secondes d'attaque, tu vas prendre votre chance pour marquer le but. Si tu laisses le milieu du terrain pour les Égyptiens, donc il faut attendre 3-0 ou bien quelque chose comme ça. Non. Aziz, des individualités peut-être qui vont primer sur le collectif sud-africain. Oui, bon, pour l'instant, je n'ai pas le sentiment d'avoir l'attention retenue par une individualité dans l'équipe d'Afrique du Sud. C'est une équipe qui a des joueurs qui jouent bien, mais je n'ai pas retenu de nom pour l'instant qui me laisse penser que la différence pourrait être faite. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'Égypte, certainement qu'on connaît mieux l'équipe d'Égypte puisqu'ils ont des joueurs qui ont une certaine réputation et qu'on connaît pour certains depuis. Mais les individualités aussi, malheureusement pour l'Afrique du Sud, se trouvent du côté de l'Égypte. Donc on a aussi bien sur le plan collectif que dans les individualités, là également des atouts qui penchent d'un côté. Marie-Paul, si tu peux me permettre, il faut que l'Afrique du Sud, si elle veut exister face à cette formation égyptienne, elle peut faire simple. C'est-à-dire que densifier le milieu de terrain et couper les liens entre Al-Mamadi, comment il s'appelle, Trezeguet et Salah. Et isoler Salah. Si vous avez isolé Salah et que vous avez des éléments qui essayent d'empêcher la liaison entre Salah, Trezeguet et Mamadi, vous avez la possibilité de traîner cette équipe-là très loin dans le match, pourquoi pas jusqu'aux prolongations, sachant que l'Égypte, elle est très forte aussi au tir au but. Ça là, il faut bien que les Sud-Africains se rappellent de ça. Ils sont très adroits, mais je crois que l'Afrique du Sud doit aller en densifiant son milieu de terrain, en ayant des garçons derrière qui sont très solides. Il faut qu'ils jouent en bloc, il faut qu'ils défendent ensemble, il faut qu'ils attaquent ensemble, il faut qu'ils soient solidaires pour... Parce que ce qui est intéressant avec l'Égypte, c'est pas un football qui est très vite projeté vers l'avant, c'est-à-dire qu'ils font des coups de passe très rapidement, ensuite ils se prennent. Non, eux ils ont des attaques en général placées. Ils partent de la défense très doucement, sachant qu'à partir du milieu de terrain, il y a des éléments qui sont là, qui peuvent déclencher une action très rapide pour mettre en orbite Mo Salah qui, sur un coup de fait, peut rapidement faire la différence. Donc la solidité ou les chances de l'Afrique du Sud va résider dans leur capacité à jouer ensemble, à être solidaires, à pouvoir jouer les uns pour les autres pour empêcher l'Égypte à prendre le dessus sur eux. Donc pour vos pronostics, vous voyez bien l'Égypte menée au score? Bon, je pense que l'Égypte va avec les faveurs de pronostics, ça c'est clair, c'est une évidence sur la feuille. Mais je dis que l'Afrique du Sud ne doit pas se laisser faire face à cette équipe égyptienne parce qu'elle doit compter sur ses valeurs qui sont certainement en dessous de celles de l'Égypte. Mais dans le football, on peut avoir certaines certitudes qui sont celles d'une équipe, mais qui peuvent, sur la volonté et la détermination, être au-dessus de celle qui est prétendue être supérieure. Joseph Willy, vos pronostics, Égypte, Égypte Afrique du Sud? Oui, sur le papier, Égypte est favori. Le football, si Bénin il peut gagner le Maroc, donc ça va aussi galvaniser les autres équipes pour dire qu'il y a l'espoir. Pourquoi pas Afrique du Sud?
Donc, une petite pièce pour les Bafana d'Afrique du Sud, Aziz Adewale Tchandi. Oui, le destin de l'Afrique du Sud est entre ses mains et ses pieds. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, on le disait tantôt, le Bénin a, je crois, pris confiance au fur et à mesure que la partie a évolué. Dès qu'ils sont arrivés à la mi-temps, ils ont compris que c'était terminé et que les choses avaient tourné, que le vent avait tourné. L'Afrique du Sud peut tenter le coup et faire douter l'Égypte pour arriver à, pourquoi pas, à passer. On le rappelle, pour les matchs du jour, Nigeria, Cameroun, Égypte, Afrique du Sud. Et à titre de rappel également, pour les communautés qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations mais vivant au Gabon, vous pouvez venir participer à l'émission Focus CAN. Et puis hier, c'était le match Bénin-Maroc-Bénin qui a su s'imposer face à cette équipe du Maroc, mais également un Sénégal-Ouganda, où la population sénégalaise vivant au Gabon a regardé le match, mais également c'était également une foule en liesse avec le but de Sadio Mané, si on peut le voir. Il était même en Égypte, il était à Ismaïli, parce qu'il a fait plein de clubs, dont bien sûr Coton Sport, La Sec et autres. L'interception, attention, pour Sadio Mané, attention, regardez Sadio Mané. Avec un petit coup d'inachevé puisqu'ils n'ont pas tout donné quand même sur ce match, il faut les reconnaître. Ils ont tenté avec leurs moyens. Qui offensivement se sont révélés effectivement insuffisants parce que la défense sénégalaise n'a pas été franchement bousculée tout de même. On le rappelle, le Sénégal qui jouait hier face à l'Ouganda, le Sénégal qui s'est imposé 1-0. C'était là la communauté sénégalaise à l'ambassade du Sénégal au Gabon, qui est une foule en liesse pour ce score. Ah oui, on comprend, tous ces cris, parce que écoutez, le Sénégal est attendu au bout de la compétition. Vous voyez que là, il fallait absolument se rassurer, il fallait que les supporters voient des signes, même s'il y a eu le penalty manqué de Sadio Mané. Son but à libérer, pas seulement ses supporters, mais tous les supporters des Lions de la Teranga à travers le monde. On le rappelle, premier quart de finale Bénin-Sénégal, et pour le compte de cette deuxième journée des huitièmes de finale, on aura un Nigeria-Cameroun, un choc très attendu, mais également un Égypte-Afrique du Sud. On le rappelle, Égypte, pays hôte de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour le compte de la troisième journée des huitièmes de finale, ce sera demain. On aura l'occasion d'en parler en République démocratique du Congo face à Madagascar, et puis un choc également attendu à Algérie-Guinée. C'est sur cette note que se referme ce numéro de Focus CAN. Au plaisir quand il sera 14 h demain. Merci d'avoir été sur le plateau. Marie-Paul, c'est moi qui vous remercie. On se sépare sur les buts de la journée d'hier. Hello la famille, African Unit.